Au printemps arrivent les hirondelles, mais aussi l'idée qu'il serait peut-être temps de penser à l'apprentissage de la propreté chez les jeunes enfants. Les enseignantes de maternelle, les professionnels de la petite enfance essayent de faire un peu passer le message: «Parents, il faut commencer cet apprentissage, c'est le moment». Un message qui n'est pas toujours bien entendu ou bien reçu alors que, en effet, le printemps, c'est quand même la saison idéale, le printemps, l'été. On peut laisser les enfants dehors, les accidents, c'est bien moins embêtant qu'à l'intérieur. Mais, il y a des freins parce qu'on a un peu peur de tomber dans la pression. Alors justement, dans cet épisode, on va essayer de voir comment on peut se saisir de l'occasion de cette période propice sans mettre la pression. Et je vais d'abord commencer par remettre les pendules à l'heure sur ce que c'est que la propreté ou plutôt la continence, je vais préciser. J'ai envie de questionner aussi l'idée de la maturité qui nous incite, parfois à attendre ou du rythme naturel de l'enfant qui nous incite parfois à attendre et puis on parlera aussi du problème des rapports de force, notamment autour de l'apprentissage de la propreté. Alors zou, c'est parti pour l'épisode 35 de Du côté des parents. Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recette miracle, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Alors déjà, de quoi est-ce qu'on parle vraiment quand on parle de propreté chez l'enfant? Souvent, on utilise le mot propreté, mais ce terme n'est pas tout à fait juste. Il sous-entend qu'un enfant qui fait dans sa couche est sale, ce qui n'est pas le cas. Un enfant qui fait dans sa couche est un enfant qui fonctionne normalement pour son stade d'apprentissage. Et je me permets quand même de le rappeler, l'urine, les selles, ça n'est pas sale, ce sont des sécrétions corporelles tout à fait normales. Donc un terme quand même plus juste et plus respectueux que propreté, ça serait plutôt continence. Après, cette précision mise à part, dans cet épisode, je vais utiliser alternativement les termes propreté, continence, parce que c'est le langage courant et aussi pour éviter des répétitions. Alors, quelle est la définition de la continence? Si on regarde un dictionnaire, la continence, c'est la capacité à retenir ses urines ou ses selles, notamment entre 2 moments où on va aux toilettes et cette rétention, elle est assurée par les sphincters, les muscles de la vessie et du rectum qui ferment la vessie et le rectum. Alors pardon d'avance si mes connaissances anatomiques ne sont pas hyper précises, mais je pense que ça fera assez largement l'affaire pour le sujet qui nous occupe. Bon, donc la continence, elle est définie comme étant la capacité à se retenir. Mais si on y réfléchit bien, en réalité, nos sphincters, ils sont fermés par défaut. Sinon, un bébé ou une personne incontinente ferait pipi ou caca en continu, ce qui n'est pas le cas. En fait, on fait pipi ou caca à certains moments, c'est-à-dire à des moments où les sphincters se relâchent, et ils se relâchent quand on se met dans des conditions où on les autorise à se lâcher, on se détend, ou bien parfois quand c'est tellement plein qu'à un moment donné, ça se relâche malgré nous. Si on veut être vraiment précis, la continence n'est pas la capacité à se retenir, mais c'est la capacité à relâcher ses sphincters au moment où on le choisit et avant qu'il le fasse d'eux-mêmes, où ils se relâchent d'eux-mêmes.
Donc autrement dit, ça demande plusieurs apprentissages, connaissances, compétences. D'abord, il y a une question de perception. Il faut sentir que la vessie ou le rectum sont pleins et ça, c'est une sensation physique. Il faut comprendre, c'est-à-dire associer cette sensation, comprendre que cette sensation est le signe qu'on a besoin de relâcher ses sphincters pour évacuer le contenu de la vessie ou du rectum. Donc il faut faire l'association entre quand je relâche mes sphincters, ça fait disparaître cette sensation de trop plein. Ensuite, il faut savoir où on peut aller se soulager, où on peut relâcher ses sphincters et où on ne peut pas. Ça, c'est vraiment des connaissances. On ne peut pas sur le tapis du salon, on peut sur le pot ou dans les toilettes si on parle des petits-enfants. Il faut aussi avoir un certain nombre de capacités, notamment d'anticipation de gestion du temps, c'est-à-dire savoir anticiper le temps disponible nécessaire pour aller jusqu'aux toilettes ou sur le pot, pour les enfants toujours, pour y aller suffisamment tôt pour ne pas subir le relâchement involontaire dont je parlais précédemment. Et enfin, dernière compétence, il faut pouvoir se relâcher, ce qui implique de se sentir en sécurité, de savoir faire. On ne décide pas de relâcher nos sphincters comme on commande à notre bras ou à notre main, mais il y a un travail d'apprentissage et d'association. Je me mets dans des conditions de sécurité et mon cerveau enregistre qu'il peut se détendre. Et je signale quand même que c'est exactement la même chose avec le sommeil. Et donc là, il y a vraiment un travail de je peux m'asseoir sur les toilettes, me laisser aller. Au début, il y a peut-être rien qui va sortir, mais progressivement, ça va faire ce travail d'association. Si je repars de la base, on a bien sûr des sensations physiologiques. La vessie, le rectum qui se remplissent. Et ça, les bébés, dès la naissance et peut-être même avant, perçoivent parfaitement bien ces sensations. Sauf problème neurologique grave, mais c'est pas de ça dont je parle aujourd'hui. Et je vais d'ailleurs vous parler un peu plus loin de l'expérience que j'ai vécue avec un de mes enfants autour de ça, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc tout le reste, à part la sensation, tout ce dont j'ai parlé, associer le soulagement de la sensation au vidage de la vessie ou du rectum, au relâchement des sphincters, savoir se relâcher volontairement, se détendre, savoir où on peut le faire, savoir anticiper le temps nécessaire, tout ça, c'est des résultats d'apprentissage plus ou moins formels. C'est exactement comme les apprentissages qu'on fait pour les repas, c'est-à-dire que la quantité qu'on mange, parfois sur certains repas, on va dépasser la quantité strictement nécessaire pour ne plus avoir faim, qui souvent est assez faible, simplement parce que on sait que le temps jusqu'au prochain repas va être suffisamment long et qu'il vaut mieux manger un peu plus que sa faim pour pouvoir tenir jusqu'au prochain repas. C'est aussi cette notion-là, cette évaluation, est le résultat d'un apprentissage qui vient avec l'expérience. Mais, alors justement, cette notion d'apprentissage, elle me permet d'aborder un autre point, la notion de maturité. Donc en Occident, on a une espèce de ce que moi je qualifie de mythe autour de la maturité concernant l'apprentissage de la propreté chez les enfants. Une des premières questions qu'on se pose à ce sujet, c'est quand est-ce qu'on peut commencer l'apprentissage? Est-ce que trop tôt, ça va servir à rien? Voilà. Si vous demandez à un pédiatre occidental classique, la réponse que vous allez recevoir, c'est il faut attendre que l'enfant soit prêt, suivi d'indications plus ou moins précises sur ce qui permet de dire que l'enfant est prêt, le plus classique étant il sait monter et descendre les escaliers tout seul ou autre approximation du genre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je discute un peu cette théorie de la maturité. Je vais quand même vous dire ce qu'elle a de bien. Cette théorie de la maturité, elle a un avantage énorme. Elle protège les enfants de la pression et du forçage, du dressage qui a pu exister chez certains, qui peut être violent et qui ne va pas favoriser un apprentissage sain. Donc cette notion de maturité, elle est très utile pour dire stop à la contrainte et à la pression. Mais cette notion de maturité, elle a un défaut majeur, elle nous fait croire que la continence, c'est uniquement biologique et naturel. Un peu comme si c'était une fleur, et puis hop, toute seule, un beau matin, elle va s'ouvrir, et qu'il suffit d'attendre pour que ça se fasse. Sauf que cette vision oublie totalement la dimension d'apprentissage social et culturel extrêmement importante.
Si la continence était juste une question de maturité biologique, tous les enfants du monde, à quelques exceptions près, deviendraient propres à peu près au même âge et on n'aurait absolument pas besoin d'avoir un entraînement ou un apprentissage. Or, ce n'est pas du tout le cas. Si on regarde ailleurs dans le monde, on voit que de nombreuses études anthropologiques montrent que dans les cultures traditionnelles, en Afrique, en Asie, les enfants peuvent être continents très tôt, parfois dès 6 ou 12 mois, et ce sans aucune pression. Et même en Occident, si on y regarde de plus près, dans les années 60, 1960, 90% des enfants étaient continents à 2 ans et demi. Actuellement, ils sont à peine 20% à l'être au même âge. Alors, même si, sans doute, dans les années 60, il y avait du forçage. Globalement, je ne crois pas que nos parents et nos grands-parents ont été à ce point maltraités en masse autour du sujet. Sinon, on aurait de très graves problèmes autour de la continence et la propreté. Et non plus, le cerveau de nos enfants n'a pas à ce point régressé en 60 ans, je n'y crois pas une seconde. Non, en fait, ce qui a changé, c'est notre vision de l'enfant, et notamment l'idée qu'il faut respecter le rythme naturel de l'enfant. Cette croyance qu'il y aurait un rythme naturel à respecter. Encore une fois, c'est comme le mythe de la maturité, ça a l'avantage d'attirer notre attention sur les besoins des enfants et sur leurs capacités, et ça nous incite à tenir compte de leurs besoins spécifiques. Mais encore une fois, ça a l'énorme inconvénient de nous faire oublier toute la part apprentissage social, ce qui conduit parfois à attendre passivement que l'apprentissage tombe du ciel, ce qui peut parfois durer extrêmement longtemps. D'où parfois à l'arrivée à l'école des enfants à qui on n'a jamais proposé le pot, à qui on n'a pas enlevé les couches, qu'on n'a pas emmené avec soi aux toilettes, parce que oui, ça les aide aussi de voir ce qu'on y fait aux toilettes, comment ça se passe, parce que les enfants apprennent beaucoup par mimétisme et qu'ils n'ont aucun moyen de savoir s'ils ne voient pas quand on va aux toilettes que, ben non, on ne porte pas de couche et on ne fait pas dans notre couche. Et donc, des enfants à qui on n'a pas du tout parlé du sujet, puis on s'étonne de ne pas les voir s'intéresser à la propreté à 3 ans ou plus. C'est assez logique. Donc, il faut bien se rappeler que le cerveau est plastique, plus particulièrement celui des jeunes enfants, qui se développe en réponse à l'environnement, et que si on offre à l'enfant des opportunités d'apprendre tôt, des connexions neuronales peuvent, dans une certaine mesure, se faire très tôt, et beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. C'est ici que je vais vous parler de l'expérience que j'ai vécue, moi, avec un de mes enfants. Certains enfants, tous peut-être, manifestent dès les premiers jours de l'inconfort lorsqu'ils ressentent les sensations de vessie et de rectum plein. Ça a été le cas de l'un de mes enfants qui, dès la naissance, grognait en fait pendant plusieurs minutes, notamment la nuit. Je l'entendais faire parce que je dormais avec cet enfant. Et j'ai assez rapidement identifié qu'en fait, ces grognements, c'était avant qu'il fasse notamment caca. Et puis aussi, pipi, je l'ai compris après. Et comme j'avais eu connaissance de ce qu'on appelle les pratiques d'hygiène naturelle infantile, je me suis dit, peut-être que justement, ces grognements, c'est un signal associé à son besoin de faire pipi ou caca. Et donc, j'ai profité de l'occasion, j'étais disponible, j'avais du temps, j'ai saisi l'occasion, en fait, de lui enlever la couche chaque fois que je le voyais faire et je le mettais au-dessus d'une bassine chaque fois que je le pouvais. Je remettais la couche pour pas être en stress, oulala, faut pas que je rate un signal. Mais très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que ce bébé de quelques semaines, jours, faisait dans la bassine quand j'enlevais la couche, quand il grognait et que j'enlevais la couche. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que les grognements en question s'arrêtaient immédiatement après qu'il soit soulagé, alors que si on laissait la couche, il pouvait grogner beaucoup plus longtemps. Plusieurs minutes pour le caca, je le redis. Et avec cet enfant, la propreté est passée comme une lettre à la poste, c'est-à-dire un peu avant 2 ans, très peu de temps, enfin autour de ces 2 ans, il a dit un jour spontanément « Je veux aller aux toilettes ». Sans qu'on ait vraiment abordé le sujet, mais bon, il venait avec nous, etc. Et voilà, en fait, le tour était joué, on n'a eu plus de couches le jour, du jour au lendemain, à 2 ans, et la nuit, ça a été aussi très très vite, ça n'a été absolument pas un problème ni une question.
Alors, pour mémoire, je croyais avoir écrit un article au sujet de mon expérience de l'hygiène naturelle infantile, mais en fait, ce n'est pas le cas. J'ai cru l'avoir écrit, mais je ne l'ai pas écrit sur le blog. Si mon expérience vous intéresse, bah, je peux essayer de détailler un peu plus, donc n'hésitez pas à me faire signe, notamment en commentaire ou, par mail pour, me parler de ce sujet. Donc cette expérience personnelle m'a aussi vraiment aidée à intégrer profondément que rien dans notre expérience humaine n'est biologique ou naturel. Tout est culturel, c'est-à-dire appris, même quand c'est fondé sur une base biologique et que saisir les opportunités est une bonne façon d'apprendre. Alors, j'ai parlé ici de la propreté et de la continence. En fait, tout est apprentissage, ça ne concerne pas que la propreté. C'est valable aussi pour l'alimentation, j'en ai parlé rapidement. Le fait de faire 3 ou 4 repas par jour, le fait de savoir quelle quantité manger et tout ça est le résultat et quels aliments manger, tout ça est le résultat d'un apprentissage. Le sommeil est aussi le résultat d'un apprentissage. Le fait de dormir d'une traite la nuit, quels sont nos horaires de sommeil, tout ça, c'est un mix de besoins physiologiques. Quand on est fatigué, on a besoin de dormir, mais c'est aussi de l'apprentissage social. Les horaires de coucher, comment on fait pour aller se coucher, etc. Tout ça est le résultat d'un apprentissage. Et le sommeil, c'est comme le pipi ou le caca, bah, si on ne dort pas suffisamment aux horaires qui sont prévus pour, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber de sommeil à d'autres moments. Et aux toilettes, si vous regardez bien, en fait, vous allez toujours aux toilettes aux mêmes heures, c'est aussi le résultat d'un apprentissage. Donc vraiment là, je veux, dans cet épisode, prendre l'opportunité de parler de la propreté de la continence pour se rappeler que même s'il y a à la base, il y a des sensations physiologiques, corporelles, voilà, tout à fait biologiques, nos comportements sont toujours associés à des expositions à la culture, à la contrainte de la culture, et le comportement est le résultat d'un apprentissage basé sur des sensations. Alors après, vous allez me dire: «Oui, mais du coup, comment je fais concrètement pour sensibiliser mes enfants à la propreté, essayer de leur faire cet apprentissage?» Alors, j'en ai dit quelques mots précédemment, vous trouverez des tas d'idées sur internet, des albums pour parler du pipi et du caca. Franchement, moi je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi idéal. Vous pouvez laisser l'enfant libre totalement, pouvez lui proposer le pot à intervalles réguliers, lui proposer de s'asseoir et de rester un petit moment, le temps qu'il se relâche. On peut le laisser sans couche pour qu'il expérimente ce que ça fait de se faire pipi ou caca dessus. On peut lui laisser la couche en l'autorisant à signaler quand il a besoin de faire. On peut utiliser du renforcement, c'est-à-dire des petites récompenses chaque fois qu'il signale qu'il a envie ou chaque fois qu'il réussit à faire pipi ou caca sur le pot, ou une approche beaucoup plus neutre et qui attend de voir comment l'enfant évolue. Tout ça est possible. Il s'agit surtout de trouver la méthode avec laquelle vous et votre enfant vous sentez à l'aise et qui va permettre à l'apprentissage de se faire, qui va sensibiliser l'enfant, mais qui va permettre à l'apprentissage de se faire assez spontanément. L'enjeu, c'est surtout d'éviter les rapports de pouvoir. Dans tout apprentissage, quel qu'il soit, le piège, c'est le rapport de pouvoir. Alors évidemment, moi, quand je reçois des parents, souvent, c'est que justement, il y a une difficulté. Et souvent, c'est qu'il y a un enjeu de pouvoir. Alors, parfois, l'enfant résiste à l'apprentissage. Alors, parfois, cette résistance, en fait, n'est pas du tout de la résistance, c'est juste de l'ignorance. Je l'ai déjà dit, ça vient de cette croyance dans le rythme naturel qu'il faudrait respecter, ce qui fait qu'on ne crée pas les conditions qui permettent l'apprentissage. Pour certains enfants, les conditions vont se mettre en place toutes seules. L'enfant va être exposé par le biais d'autres environnements, des proches, de la famille, des amis, la nounou, la crèche, etc. Mais des fois, ce n'est pas le cas et dans ce cas-là, quand je reçois les parents, bah, je leur dis juste: faut déjà commencer par quelque chose, quoi. Essayer de lui proposer puis voir ce qui se passe plutôt que d'attendre que ça se fasse tout seul. Mais donc le cas le plus fréquent que je rencontre moi, évidemment, c'est quand il y a une résistance de l'enfant, résistance qui traduit la mise en place d'un rapport de pouvoir. Très souvent, et c'est très sain qu'ils le fassent, les enfants s'opposent au rapport de pouvoir. Ils ne veulent pas céder à notre insistance.
Cette opposition, alors surtout chez les tout petits, elle n'est pas forcément frontale, c'est pas: «Non, je veux pas». Elle est souvent beaucoup plus subtile que ça. Elle va prendre la forme d'un manque d'intérêt, d'une forme de négligence pour le sujet qu'on veut leur transmettre. Vous pouvez transposer ça à d'autres apprentissages que la propreté. Ils ont oublié, ils sont trop concentrés sur leur jeu pour aller aux toilettes, d'autres petites choses de ce genre. Du côté des parents, il va y avoir un agacement récurrent, la sensation confuse, le doute: «Ah, il le fait exprès ou quoi?» L'énervement, on a le sentiment d'avoir déjà beaucoup répété et bon sang de bonsoir, c'est pas possible. Donc tout ça, ce sont des signaux qu'on est probablement entré dans un rapport de pouvoir et qu'il va sans doute falloir aborder les choses autrement, et aborder les choses autrement, ça veut dire prendre le risque de laisser tomber, au moins temporairement. Parce que si on insiste sur le rapport de pouvoir, on prend le risque de bloquer l'apprentissage de manière très durable, c'est-à-dire d'inciter quelque part, sans s'en rendre compte, l'enfant à s'opposer plutôt que de le laisser libre d'apprendre. Et on prend aussi le risque de pourrir la relation. Alors évidemment, ce laisser tomber, il est vécu douloureusement, il est difficile, sinon les gens l'auraient déjà fait d'eux-mêmes et se seraient dit: «Bon allez, on laisse tomber, c'est pas très grave». Donc souvent, déjà, c'est parce que, en tant que parent, on tient bon, on ne veut pas lâcher parce qu'on a peur. On veut transmettre un apprentissage à nos enfants parce qu'on a peur des conséquences pour eux s'ils ne font pas cet apprentissage. Et le rapport de pouvoir, l'insistance, c'est une espèce de stratégie de contrôle. On essaye de contrôler le comportement de l'enfant qui, en fait, ne vise pas à transmettre un apprentissage, mais bien à gérer notre propre peur. Et quand cette stratégie de contrôle échoue, notre peur grandit, on renforce le contrôle et on tombe dans le cercle vicieux du rapport de pouvoir. Donc moi, je vous invite, si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, à regarder votre peur en face, c'est-à-dire à identifier plus clairement les risques si on laisse tomber et que l'enfant ne fait pas l'apprentissage qu'on lui propose. Qu'est-ce qu'on fera si ça se produit? Ça permet déjà souvent de désamorcer certains risques, de se rendre compte que, en fait, on s'imaginait ça, mais ce serait peut-être pas très grave. Ça permet aussi parfois de mettre en place des ressources qui vont nous aider à gérer cette peur. Par exemple, dans les situations où l'enfant rentre à l'école, qui est souvent un motif de pression, de «Il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il soit prêt», ça met la pression à beaucoup de parents. Ça peut être intéressant, heu, pour éviter ce rapport de pouvoir discuter avec l'équipe enseignante, les ATSEM. C'est souvent une discussion apaisante parce qu'ils voient qu'il peut y avoir de la tolérance, qu'une part de l'apprentissage peut se faire à l'école, notamment en prenant exemple sur les autres enfants qui sont déjà propres, qui sont déjà continents. Ça, c'est très stimulant pour de jeunes enfants que de voir que les autres enfants sont propres. Ils se disent: «Bah tiens, moi aussi alors je peux l'être». Et aussi, en fait, il y a une chose très intéressante à l'école, ce sont les passages aux toilettes à heure fixe, qui sont des moyens d'apprendre, comment on régule, ses besoins et sa continence. Ici, je fais un petit message à l'intention des équipes éducatives. Très souvent, les équipes éducatives avec qui j'échange sont confrontées à des apprentissages non faits. Donc là, CF, le mythe du rythme naturel dont j'ai déjà parlé, ce qui amène ces équipes éducatives à plutôt insister sur le versant «il faut qu'il apprenne». Mais évidemment, c'est pas adapté le «il faut qu'il apprenne» à des gens qui sont déjà dans le rapport de pouvoir, qui sont déjà dans la peur que leur enfant n'apprenne pas. Évidemment aussi que vous savez que le contexte de l'école, enfin que les équipes enseignantes éducatives, savent que le contexte de l'école, il y a peu d'adultes pour beaucoup d'enfants, c'est pas le contexte le plus favorable à l'apprentissage, où, on peut laisser l'enfant un peu se tromper, ce qui est nécessaire pour apprendre. On peut pas changer les enfants aussi souvent qu'on voudrait, il peut y avoir de la moquerie de la part des autres enfants, et cetera. Et donc ça amène souvent les équipes éducatives à insister sur sur le fait que l'apprentissage doit se faire à la maison. Je suis d'accord que c'est l'idéal, mais ça vaut le coup de se rappeler que, dans certains cas, aider les parents à relâcher la pression est extrêmement utile pour eux et pour l'enfant, et donc de bien discerner les parents auxquels on dit: «Non, non, il faut que vous fassiez le boulot», et ceux à qui on dit: «C'est pas très grave, vous inquiétez pas, ça va bien se passer». Alors, on va revenir au rapport de pouvoir.
Parfois aussi, en tant que parent, on tient bon parce qu'on a déjà beaucoup engagé dans le combat. On a le sentiment de ne pas être un bon parent si on laisse tomber, on a le sentiment que c'est l'enfant qui va gagner, qu'on va perdre. Et pourtant, dans l'apprentissage de la continence comme dans tous les autres domaines, lâcher prise n'est pas renoncer. C'est même souvent la condition sine qua non pour débloquer la situation. Et c'est le seul moyen de savoir si le non-apprentissage, si le refus d'apprentissage est un réel blocage de l'enfant, ou si c'est une forme de résistance à votre insistance. Si c'est une forme de résistance, quand vous allez lâcher prise, elle va disparaître et l'apprentissage va se faire. Et si c'est un réel blocage, quand vous allez lâcher prise, vous allez pouvoir mieux comprendre quel est le blocage et en quoi il consiste. Alors sur ce point, beaucoup de parents me demandent aussi les récompenses, j'en ai parlé un peu avant, les tableaux de suivi, le renforcement, on appelle ça, est-ce que ça marche? Alors la réponse est nuancée. Le renforcement positif, les petites cases qu'on coche et les petites récompenses et les célébrations, c'est un outil extrêmement efficace pour encourager un enfant. On va célébrer ses succès avec lui, on va rendre l'apprentissage ludique, ça marche hyper bien. J'ai déjà rédigé plusieurs articles sur mon blog à ce sujet et les liens seront dans les ressources de l'épisode. Mais attention, le renforcement ne fonctionne que s'il est proposé dans un climat de confiance et de coopération. Si vous êtes déjà installé dans un rapport de pouvoir, si l'enfant sent que les récompenses, le système de renforcement est en réalité une pression déguisée pour le faire obéir, pour lui faire faire quelque chose, alors ça ne marchera pas. Pire, ça peut même renforcer la résistance et augmenter votre propre sentiment de frustration et d'impuissance. Donc vraiment, ça c'est à retenir, le renforcement, ça doit être une célébration partagée et pas un outil de contrôle. Donc si vous sentez que ça se tend autour de ce sujet, commencez vraiment par apaiser le climat avant de sortir les gommettes. Si vous sentez que la tension monte, que la propreté devient un enjeu de conflit, stop, on enlève la pression, on remet à plus tard, on rappelle à l'enfant que quand il sera grand, il saura faire et que d'ici là, c'est pas très grave. Donc, si je devais résumer cet épisode au sujet de la propreté ou de la continence, je vous propose de retenir 3 choses. La continence, c'est aussi un apprentissage social, pas juste une maturité biologique. Attendre passivement que ça vienne tout seul, ça peut fonctionner, mais ça revient quand même fréquemment à retarder un apprentissage qui aurait pu se faire plus tôt et plus facilement. Deuxième point, la clé de la réussite, c'est l'absence de rapport de force. Que vous choisissiez une approche neutre ou une approche plus interventionniste, rien ne fonctionnera si l'enfant se sent contraint. Si vous vous sentez pris dans un rapport de force et en difficulté pour en sortir, alors ça vaut la peine de prendre du recul pour identifier ce qui vous pousse à tenir bon malgré l'opposition et la résistance de votre enfant et éventuellement ça peut valoir le coup de vous faire aider pour sortir de ce blocage. Si ce sujet vous parle, si vous avez d'autres questions, si vous voulez des précisions sur l'hygiène naturelle, le renforcement positif ou d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.